C'est quoi cette tache rouge? Ce sont les Tumucumac. C'est une chaîne de montagnes totalement inexplorée. En pleine forêt amazonienne? Oui. Et personne n'a jamais été là-bas? Non, personne. J'ai jamais fait de documentaire. C'est quelque chose qui m'intéresse par contre. J'aimerais bien en faire. Je pense que je vais m'y mettre à un moment donné. Mais c'est vrai que j'avais pas fait de documentaire. J'ai plutôt fait que de la fiction, du court-métrage, de la mise en scène au théâtre, avec une formation d'acteur. Et sur ce sujet-là, j'étais en train de tourner mon dernier justement court-métrage en Guyane française, là où j'ai rencontré Stani, donc qui joue le rôle de Raymond Mauffray. Et un soir, le père de Stani m'a offert ce journal de bord, Aventure en Guyane de Raymond Mauffray. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce journal que j'ai lu dans la nuit. Et le lendemain, j'ai décidé de partir sur le fleuve avec Stani et Rudy Arbon, mon chef opérateur. Et puis j'ai découvert toutes les populations du fleuve, bushinengue, amérindiennes, créoles, métropolitaines, chinoises, brésiliennes. Et là, je me suis dit qu'en 24 heures, j'ai eu 2 gros coups de cœur. Et je me suis dit qu'il y a un grand film à faire avec ce décor, avec ces peuples et avec cette histoire de Mauffray. Est-ce que le choix de la forme, c'est-à-dire un petit peu proche du documentaire et un peu proche de Werner Herzog, même pas mal, ça s'est fait tout de suite? Ça vous a dit non, je veux pas des grosses lumières, on aurait pu jouer, ça y est. On avait une chose importante, c'est qu'on avait peu de moyens. Quand on a peu de moyens, il faut avoir des idées. Donc, c'est les moyens qui ont fait la forme du film. Oui, ça c'est sûr que c'est les moyens. Après, je voulais une petite équipe parce que je connaissais bien la forêt amazonienne primaire et je savais que pour être mobile, il ne fallait pas être trop nombreux. Et puis j'avais cette idée en moi, c'était de partir justement d'une mise en scène plutôt classique, entre guillemets, avec des mouvements de caméra, des rollings, des travelling, assez loin des personnages principaux, parce que je savais qu'au bout du film, au niveau du crescendo dramatique, j'allais me rapprocher de mon personnage principal, quitte à finir vraiment dans son cou, dans sa nuque, avec une caméra portée avec lui, harnachée à lui, qui me permettait d'être vraiment dans sa souffrance et que le spectateur, à un moment donné, puisse s'identifier à lui. Donc c'était vraiment voulu, ça, au niveau de la mise en scène. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu des moyens nécessaires pour avoir des idées un peu rocambolesques, il fallait trouver des astuces tout le temps, quoi. Mais en même temps, c'est ce qui fait les meilleurs films. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, c'est ce qui fait des films qui vont à l'essentiel. Et je voulais parler de ce rêve fracassé, je voulais mettre en lumière ce destin de ce jeune journaliste et de ce côté jusqu'au boutiste, de ce côté avec cette dimension humaine, ce parcours initiatique, cette quête existentielle. Voilà, donc on était dans quelque chose de partir du général pour aller au particulier, et c'est pas un héros, on part sur un jeune homme qui n'est pas connu du grand public, et justement à un moment donné c'est de pouvoir que son exemple, son histoire puisse donner envie à des jeunes ou moins jeunes de tenter son rêve, de toucher du doigt son rêve, de toucher du doigt la vie pure. Je trouve qu'aujourd'hui l'important c'est de ne pas avoir de regrets, et j'aime pas du tout le mot échec ou le mot réussite, je trouve que c'est des mots très subjectifs. Et je trouve que de tenter quelque chose, c'est déjà de réussir un petit peu. Et en même temps, ça montre combien il ne faut pas être, pas amateuriste, mais combien il faut préparer ces voyages. Complètement. Et il l'avait bien préparé, mais il l'avait bien préparé avec Sciences et Voyages qui devait justement lui fournir des finances, avec des amis avec qui il devait partir. Finalement, il part seul, sans argent. Et comme il est sous la pulsion de cette après-guerre où il veut donner un sens à sa vie, et qu'il est empreint de cette histoire que son père lui a raconté gamin, ces fameux monts Tumucumac habités par des Indiens au Yarikoulet, et ben en 49, il se dit moi voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, la guerre vient de se terminer, j'ai été résistant, j'ai été décoré de la Croix de guerre, il faut que je trouve quelque chose d'aussi fort dans cette dimension-là. Et il se dit je vais être un explorateur et je vais découvrir une région du monde méconnue, non cartographiée. Et c'est pour ça qu'il décide de partir seul, ce qui est inconcevable. En même temps, on est dans la grande époque des derniers explorateurs, quoi. C'est Paul-Émile Victor, Cousteau, oui, bien sûr. C'est Tazieff. Tazieff, ouais, bien sûr. Bombard avec son canoë. Alors, on est encore dans ces possibilités-là. Complètement. En Amazonie, on parle de lui comme du dernier explorateur du XXe siècle. Les bushinengue, pour eux, Mauffray reste vraiment un esprit de la forêt. C'est un grand fromager qui les protège. Pour les Amérindiens Wayana, il est encore vivant, il a épousé une Amérindienne, il a 9 enfants, il vit dans un village reculé. Voilà. Donc il y a encore une légende et vraiment un mythe qui continue avec Mauffray sur toute l'Amazonie, surtout le Venezuela, le Brésil, le Suriname, la Guyane française. Cette histoire est vraiment très connue là-bas, beaucoup plus qu'en métropole. Et c'est ce qui fait qu'on en parle encore. Papa, on ira un jour au Tumucumac? Oui, mon chéri, prends soin de toi. Ce
Surtout que la fin, on n'est pas sûr qu'il est fini dans le fleuve. Il y en a qui disent qu'il a été tué par les Indiens. Fléché, ouais. Fléché, d'autres qui disent qu'il est parti vivre avec eux. Enfin, il y a, là aussi, il y a une espèce de flou qui est laissé. Ce qui fait que le père, d'ailleurs, peut se lancer sur la quête presque 2 ans plus tard. Exactement, c'est le mystère, c'est ce fameux mystère presque mystique qui reste. Le père part aussi par rapport à la culpabilité de sa femme qui lui dit de lui ramener son fils parce que c'est de sa faute. S'il est parti, c'est lui qui lui a inoculé ce virus de l'exploration. Moi je pense que le père Maufray avait déjà ça en lui, il n'a pas voulu partir parce qu'il avait une femme, parce qu'il avait un enfant, donc il était responsable, mais par procuration quelques années après, il devient lui-même explorateur. Quand on part 12 ans à la recherche et qu'on traverse toute la forêt amazonienne, et encore plus à la recherche de son fils, il est devenu explorateur par obligation. Et voilà, il rentrait même plus chez lui, il se ravitaillait au Brésil et il continuait à chercher son fils. 12 ans après, évidemment que c'était impossible de le retrouver. Et donc c'est sa propre quête qui mène. Complètement, complètement. C'est pour ça que son histoire à lui est aussi extraordinaire. Et c'est cette filiation qui m'a touché aussi dans cette histoire, cette histoire de famille, de filiation père-fils, qui en raconte beaucoup sur l'amour filial et sur... lui aussi, il a repoussé ses limites. Lui aussi, il a dépassé ses limites. Lui aussi, il a... voilà. Et moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est ça. C'est l'humain, l'homme ou la femme qui peut dépasser ses limites. On utilise très peu de notre potentiel, on le sait tous. Et dans ces moments-là, on se rend compte qu'on est capable de choses incroyables. Tous les deux l'ont prouvé. Mais pourquoi ne pas avoir pris les 2 parcours? Le père vous l'emmenez jusqu'au moment de la quête de la recherche, ou alors c'est parce que vous voulez faire un volume 2 Possiblement. Et alors que vous auriez pu jouer sur les 2 parcours. Tout à fait. Les 2 sont bons, moi, les 2 m'intéressent. Moi aussi, les 2 m'intéressent autant. La seule différence, c'est que je trouve qu'il y a un déclencheur, c'est le fils. Celui qui a osé, qui a pris le risque, c'est le fils. C'est pour ça qu'à un moment donné, je l'ai favorisé. Et après, j'ai monté en parallèle l'histoire du père, mais comme vous le savez, je le dis souvent, l'histoire du père, dans la véracité des faits, il ne part qu'1 an et demi après à la recherche de son fils. Moi, j'ai voulu faire en sorte qu'on puisse croire qu'il puisse le retrouver. Je crois que ça marche à un moment donné dans le film, c'est qu'on se dit, il se pose en hélicoptère, il a vu un blanc en forêt, il va le trouver, c'est son fils, c'est sûr. Alors que tout le monde sait que c'est impossible parce qu'on connaît l'histoire, on connaît la fin, et c'est impossible. Mais les 2 histoires sont belles, les 2 histoires sont très belles. C'est 2 grands personnages. Et Aurélien Recoing qui joue le rôle du père et qui est fantastique aussi. Tous les jours me dit Jérémy, quand est-ce qu'on fait La Vie Pure 2 Mais justement, tous ces comédiens, comment vous avez, et y compris d'ailleurs l'équipe technique, comment vous avez réussi avec des grands noms et pas des moindres, comment vous avez réussi à les convaincre sur un tel projet? Partir en Amazonie dans des conditions difficiles, c'est comme si on allait en Antarctique. En Sahara, c'est les conditions les pires, la pluie, l'humidité, tout à fait. Des caméras spéciales. J'ai choisi des aventuriers déjà. Quand j'appelle Daniel Duval et que je lui dis Daniel, il y a un film qui va se faire en Amazonie primaire, Daniel il lit le scénario, il me rappelle le lendemain, il me dit si tu fais ton film, je suis avec toi. Et il m'a donné sa parole immédiatement. Aurélien Recoing, c'est pareil. Alex Descas, c'est pareil. Stani, j'en parle pas parce qu'on a développé le projet ensemble. Elie Medeiros, c'est pareil. Barbara Cabrita, c'est pareil. C'est des gens qui sont des aventuriers. Ils ont ça dans le sang aussi. Je savais à qui je m'adressais. Après, voilà, je voulais faire en sorte qu'on soit quand même... Il n'y avait pas de confort du tout, mais dans un confort de sécurité. Ça, c'était important pour moi. Donc, c'était pas très difficile de les convaincre. C'était plus difficile de monter le film, mais de convaincre ces gens-là, ces acteurs-là qui sont des grands acteurs et des personnes humaines très, très riches et très généreuses. C'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était après de tourner le film. Ouais. Et de convaincre les producteurs? Ah bah ça n'a pas existé, puisque j'ai monté ma société de production pour le faire. Oui, Alors, jeune homme, et Tomokumak, comment comptez-vous y aller? Quand j'aurai réussi à quitter Cayenne, je rejoindrai Maripasoula. De là, je remonterai la rivière Waki jusqu'à son lit, ensuite les 42 km à pied en forêt, puis la rivière Tamuri, Kamopi, pour enfin arriver au pied du massif des Tomokumak. Qu'est-ce que vous espérez y trouver?